deux premières présentations, vous allez un peu retrouver le pourquoi du comment du guide pratique que je vais vous présenter hein, pour favoriser la flore mellifère dans les campagnes. Donc, moi, je suis technicienne à la DAORA et je vais vous présenter le guide dans sa globalité, mais je vais plutôt mettre l'accent sur deux pratiques, deux fiches pratiques. Déjà pour vous présenter le guide, mais ça va faire aussi écho avec ce qui a été dit dans la présentation de Florence et de Fabrice. Alors peut-être déjà revenir sur voilà, ce qui a conduit en fait à la création de ce guide, ou en tout cas la rédaction de ce guide. On en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a une érosion de la diversité florale hein, dans le temps et dans l'espace. On voit que les ressources, une variabilité annuelle, interannuelle, entre les différents sites et dans le temps, puisqu'on observe aussi des troubles mêlés. Constat aussi des effets du changement climatique sur la production de nectar. Et puis, évidemment, un constat aussi sur l'exposition des abeilles aux pesticides. On l'a vu en plus tout à l'heure, notamment avec des origines de flore spontanée, ou en tout cas de flore spontanée. Et donc, tout ça, ça a un impact sur la santé des abeilles et surtout sur la qualité des productions. Donc, face à ce constat-là, voilà, il faut remonter aussi des apiculteurs dans nos associations. L'idée, c'était aussi de partager les connaissances via les projets qu'on a pu conduire, d'observatoires ou d'expérimentation, d'essayer de repérer les innovations et surtout, en fait, de favoriser les échanges entre les différents acteurs sur les territoires. Alors, agriculteurs, mais ça peut être, on va le voir tout à l'heure, un peu plus large. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir s'approprier des pratiques vertueuses. On a parlé tout à l'heure des CIPAN, on peut parler d'agroforesterie, c'est s'approprier tout ça et puis de les faire ici. Donc, du coup, dans le réseau, on a essayé de mutualiser un peu nos compétences, parce qu'on a travaillé dans différents types de territoires, et de proposer des solutions. Et c'était quelque chose aussi qui nous était pas mal demandé, notamment dans les phases de concertation, comme vous l'ont expliqué Fabrice et Florence tout à l'heure, où, OK, on peut faire avancer nos pratiques phytosanitaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer la ressource pour nos abeilles sur les territoires. Alors, voilà la diapo qui pique un peu les yeux, mais il n'y en a qu'une comme ça, les autres sont plus légères. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu la genèse du projet, où en fait, on a participé, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, au projet sur VAPI. On a eu des contacts, des très bons contacts avec les filières agricoles, et on a voulu aussi un peu faire durer le plaisir dans le cadre d'un autre projet, qui s'appelle le projet B-Switch, où l'idée de ce projet régional, c'était d'élaborer des outils pratiques pour justement s'approprier toutes ces connaissances qu'on a acquises au fur et à mesure des observatoires qu'on a pu conduire et faciliter l'accompagnement des acteurs, apiculteurs, cultivateurs, pour pouvoir mettre en avant des pratiques innovantes qui permettent de protéger la santé de l'abeille. Donc ça, c'était nous, dans notre cadre régional, on avait cette ambition-là. C'est un projet qu'on a conduit avec l'ITSAP et la Chambre d'agriculture de la Drôme. Et l'idée, voilà, c'était de renforcer les liens entre les acteurs pour favoriser en fait une ressource alimentaire en quantité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais surtout de qualité aussi. Et puis, dans nos discussions dans le réseau des ADA, on s'est trouvé des partenaires en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans la région Grand Est, pour travailler ou en tout cas constituer un groupe de travail entre techniciens pour voilà, faire un petit peu l'état des lieux de ce qui pouvait être fait pour améliorer cette ressource et voir quelles étaient les recommandations qu'on pouvait faire, nous, au niveau du réseau, du réseau des ADA. Voilà, donc j'ai mis aussi des partenaires financiers, comme ça s'est fait. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce guide? Alors, en premier lieu, bien sûr, aux apiculteurs qui peuvent s'interroger sur les leviers qui peuvent être mis en place ou actionnés, en tout cas, pour proposer de la ressource florale autour de ces ruchers. C'est bien, en fait, notre public cible, c'est que pouvoir mettre ce guide pratique dans les mains des apiculteurs, ça va permettre aussi de toucher des agriculteurs, évidemment, qui se demandent quels sont les aménagements agroécologiques qui peuvent favoriser l'alimentation des abeilles, ou en tout cas pour préserver les pollinisateurs, notamment. On peut envisager ça avec des arboriculteurs avec qui on a beaucoup travaillé et qui ont besoin donc, de pollinisateurs sur les parcelles pour mener à bien leur
production, mais aussi toute une catégorie d'acteurs auxquels on n'avait pas pensé forcément dans un premier temps, mais des collectivités territoriales qui peuvent accompagner certains projets, et ça, ce sera un petit peu euh, discuté dans les fiches, qui peuvent aussi agir sur le territoire en faveur des pollinisateurs et des abeilles notamment, en proposant des actions sur le financement de semences, par exemple, de jachères, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un guide qu'on a voulu suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve, apiculteurs, agriculteurs et acteurs dans les collectivités territoriales, mais ça peut être aussi un propriétaire terrien qui peut avoir accès à ce guide. Donc voilà un petit peu comment on l'a imaginé pour diffuser de l'information autour de la ressource pour les abeilles. Alors, quelles informations sont contenues dans ce guide? En fait, c'est un guide qui, dans sa première édition, contient 9 fiches pratiques en faveur de l'abondance et de la diversité des ressources pour les abeilles. L'idée dans cette première édition, on n'a pas brossé l'ensemble des pratiques qui peuvent être favorables à l'amélioration de la ressource autour des ruchers, mais voilà, on a commencé à jeter des premières pierres et c'est un guide qui pourra être amené à évoluer dans les années qui viennent en y ajoutant d'autres thématiques. Donc déjà, on a voulu faire des fiches pas très longues, et vous verrez tout à l'heure, elles sont un peu construites toutes sous le même modèle, mais on va aborder dans ce guide-là, en tout cas, les besoins des abeilles, parce que autant pour un apiculteur, c'est assez simple de savoir de quoi ont besoin ces abeilles, mais pour les autres acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il a fallu aussi un petit peu rédiger des choses dans ce sens-là. Évidemment, comment on peut faire pour dialoguer et créer du lien pour les abeilles. Donc, c'est ce qui a été abordé dans la présentation de Survati. On va aborder les haies et l'agroforesterie, les jachères mellifères, les prairies, la flore spontanée, les cultures attractives, les couverts d'interculture et puis les cultures associées. Voilà, donc là, je vous ai mis en fait la couverture du guide là, qui va apparaître très prochainement. Donc là, je vais détailler deux fiches. Je vais passer assez vite puisqu'on a un peu de retard. Je vais aborder la fiche sur les couverts d'interculture et puis la fiche sur la flore spontanée. Donc, une pratique qui va demander de la part de l'agriculteur ou du propriétaire terrien un investissement, alors limité quand même, mais un investissement financier pour mettre en œuvre la pratique, et puis des choses plus légères en termes d'investissement, qui est la gestion de la flore spontanée, notamment autour des parcelles. Alors voilà, pour la fiche découverte d'interculture, ce qu'on a voulu dans un premier temps, c'est qu'on soit sur un canevas identique pour toutes les fiches. Donc il y a d'abord une partie de définition, donc c'est pour vous présenter un petit peu quelle est cette technique, quelle est cette pratique. Donc en fait, un couvert d'interculture, il faut comprendre que c'est une culture qui va être implantée, en fait c'est un couvert qui va être implanté entre la récolte d'une culture principale, on verra un exemple tout à l'heure, et la culture suivante. Voilà, et pendant une période plus ou moins longue. Et donc ces cultures-là, pour le producteur, pour l'agriculteur qui va l'implanter, ce n'est pas une culture de rente, c'est quelque chose qui va pouvoir restituer au sol. On verra tout à l'heure. Et on a mis quelques définitions et surtout des synonymes, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on a plein de façons d'appeler les choses. Et du coup, pour y voir un peu plus clair, on vous les a mis aussi dans chaque fiche, un petit peu tous les autres termes qui peuvent être utilisés quand on parle de couvert d'interculture. Donc, dans chaque fiche également, il y a toujours une petite abeille qui parle et qui vous donne un petit peu le ton, ou en tout cas, elle, on a essayé dans le comité de rédaction de se mettre à la place d'une abeille pour parler de cette pratique-là. Donc, dans chaque fiche, il y a toujours une partie sur les plus apicoles, donc qu'est-ce que cette pratique-là peut apporter pour l'apiculteur, et puis les plus agricoles. Voilà. On s'est limité sur les plus agricoles, parce qu'évidemment, ce n'est pas notre métier, on n'est pas des agronomes, même si de base on peut l'être par nos études, mais en tout cas, toute la ressource tech par rapport à la mise en place de cette pratique-là, elle est disponible chez d'autres acteurs qui peuvent les chambres d'agriculture. Donc pour les plus apicoles, évidemment, c'est de proposer un apport de pollen diversifié avant la mise en hivernage des colonies. Et puis, ça permet de participer à l'amélioration des taux de survie hivernale des colonies. Donc ça, c'est des données qui ont été collectés dans le réseau via des projets, des suivis de colonies ou des projets qui ont été mis en place dans le réseau dans les 10 dernières années.
Et on a constaté aussi que ces couverts d'interculture-là pouvaient aussi favoriser le redémarrage des colonies au printemps, grâce aux réserves de pollen qu'elles avaient pu constituer à l'automne. Du côté agricole, évidemment, c'est des choses qui sont très connues chez les agriculteurs, et puis c'est déjà une pratique qui est déjà largement diffusée dans le milieu agricole. Il s'agit juste d'adapter cette pratique-là pour avoir un petit peu cette vocation mellifère du couvert. Donc évidemment, ces couverts-là permettent d'améliorer la structure du sol, apporter de la matière organique, et puis voilà, créer des zones refuge pour la faune sauvage aussi, et limiter les pertes d'azote durant la période hivernale. Donc, sans rentrer dans le détail, voilà un petit peu comment est constituée la fiche. Alors, bien sûr, nous, l'intérêt de produire ce type de document, c'est aussi de revenir sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour qu'un couvert puisse être bénéfique aux abeilles. Et comme l'a dit Florence tout à l'heure, on a eu des difficultés parce qu'au semis, c'est compliqué de faire lever les couverts et puis qu'on arrive à une floraison autour du mois de septembre-octobre. Donc, du coup, nous, on a aussi émis un peu nos recommandations, nous, avec notre vision un peu plus apicole, et pour que la technique marche. Donc, dans les bonnes pratiques, il faut évidemment privilégier des espèces de mélange avec des floraisons précoces et qui sont attractives pour les abeilles. Donc, il y a déjà des choses disponibles dans le commerce, mais c'est des choses qui peuvent être aussi discutées avec les agriculteurs. C'est de semer ces couverts le plus tôt possible, parce qu'effectivement, nous, on voudrait avoir des fleurs en septembre-octobre, des fleurs au mois de novembre ou en décembre, ça intéresse déjà beaucoup moins nos abeilles. Et donc, du coup, voilà, on a émis tout un tas de recommandations pour que ces pratiques-là puissent être favorables finalement à l'alimentation des abeilles. Donc, par exemple, sur la question de l'exposition des abeilles aux pesticides, on a mis une recommandation où on demande d'être vigilant parce que le couvert peut recapter certains produits qui sont utilisés dans l'enrobage des semences du précédent cultural et qui peuvent être remobilisés dans le pollen et dans le nectar. Voilà. Dans chaque fiche également, on a souhaité aussi qu'il y ait une information pour aider les acteurs à mettre en œuvre la pratique sur le territoire. Donc parfois, pour certaines pratiques, certaines techniques, la PAC peut soutenir, par exemple, la mise en place de ces couverts. Mais il y a d'autres types de subventions qui peuvent être aussi apportées pour favoriser le développement de ces surfaces-là et qui peuvent être accompagnés donc, par des collectivités territoriales, par exemple, ou des fédérations de chasse, et qui aident parfois à l'achat de semences et qui permettent d'accompagner aussi des collectifs d'agriculteurs là-dedans. Quand on a eu l'information aussi, on a souhaité aussi que dans ces fiches, on ait un ordre d'idée du coût financier pour être informatif que va demander la mise en place de cette pratique. Donc en moyenne, par exemple, pour les couverts d'interculture, il faut compter autour de 70 à 100 € par hectare pour la mise en place et jusqu'à la destruction du couvert. Et ça ne comprend pas en fait le coût des semences qui peut être très variable en fait d'un mélange à l'autre. Voilà. Évidemment, c'était aussi pour nous l'occasion dans ce type de fiche, d'y associer en fait des paroles d'apiculteurs, mais pas que, des paroles d'experts et d'agriculteurs, où l'idée, c'est que ces personnes-là puissent témoigner du volet apicole, de l'intérêt de la pratique au niveau apiculture, mais aussi sur des considérations plus agricoles. Voilà. Voilà, maintenant je vous présente un petit peu ce qu'on a pu rédiger ou ce qu'on a pu proposer et pour compléter un petit peu la présentation qui a été faite dans Survapi, on s'est rendu compte que la flore spontanée, qui est donc la végétation qui est autour des parcelles, peut être aussi contaminée par des pesticides et donc du coup être ramenée à la ruche. On a souhaité aussi faire une fiche autour de cette pratique. Donc voilà, les puces apicoles et les puces agricoles sont à chaque fois proposées. Donc pour les puces apicoles, évidemment, c'est de proposer une ressource en nectar en pollen diversifiée et complémentaire à celle qui peut être offerte dans les agrosystèmes par les cultures attractives. Et elles sont a priori moins exposées au traitement. Voilà. Donc ces espaces, ils ne sont quand même pas négligeables puisqu'on a trouvé, nous, dans la littérature, que dans certains paysages,
pour une exploitation de 120 hectares, le fait de maintenir une flore spontanée autour des parcelles, ça pouvait représenter jusqu'à 2 hectares de fleurs disponibles. Voilà. Et pour les plus agricoles, évidemment, c'est d'améliorer en fait les conditions de production de la culture principale, puisque ça permet de limiter l'érosion, de sélectionner une végétation qui peut être moins invasive sur les parcelles cultivées, voilà, et puis une protection de la ressource en eau par exemple. Voilà. Toujours dans le volet des bonnes pratiques, ce qu'on a mis en premier lieu et ce qu'on a toujours plus ou moins mis en premier lieu dans les bonnes pratiques, c'est justement, à la vue de tous les résultats qu'on a pu obtenir dans nos différents projets, c'est de limiter au maximum l'exposition des abeilles aux résidus de pesticides. Voilà. Donc, on a repris en fait des recommandations qui vont au-delà de ce qui est proposé dans la réglementation, puisqu'on préconise, nous, en présence de fleurs sur la parcelle et autour de la parcelle, de traiter après le coucher du soleil, donc les butineuses sont rentrées à la ruche. Et c'est de porter une attention particulière à la qualité de pulvérisation, par exemple. Pour que ce soit valable aussi, il faut maintenir une bordure assez large autour des parcelles. Et enfin, dans la pratique, ce qui se fait chez les agriculteurs, c'est de broyer ou en tout cas de faucher ces espaces-là plutôt au printemps, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de temps de le faire. Et nous, on leur dit, au contraire, c'est mieux si vous les travaillez, ou en tout cas vous les fauchez idéalement à la fin de l'été ou à l'automne, parce que ça nous permet d'avoir des fleurs, nous, pendant la saison, et surtout qu'il y a un renouvellement grenier qui se fasse et qu'ils puissent en fait proposer des fleurs l'année suivante. Voilà, donc toujours des témoignages. Là, dans la diversité des témoignages, on a aussi des experts. Donc là, par exemple, c'est ma collègue Aline Buffat, qui est conseillère biodiversité à la Chambre d'agriculture, qui travaille sur ces sujets-là et qui accompagne les agriculteurs, notamment quand elle propose des diagnostics sur les exploitations, voilà, pour accueillir plus de diversité autour des cultures. La recommandation, elle est assez simple, elle me dit, et demande peu d'investissement, c'est laisser faire la nature et minimiser les interventions, et vous verrez que les choses vont se réguler toutes seules. Voilà. Et puis, un témoignage aussi d'un agriculteur qui utilise cette pratique-là et qui voit que les choses sont peut-être difficiles au démarrage, voilà, d'accepter d'avoir un salissement de parcelles, mais au final, les choses se stabilisent et donc on n'a plus besoin de s'en occuper. Voilà. Donc, on a toujours voulu associer des éléments techniques avec des témoignages de gens qui pratiquent la technique. Alors maintenant, vous vous demandez tous, mais comment se procurer ce guide? Alors, il est actuellement sous presse. Voilà, il va être disponible dans les ADA à partir du mois de janvier. Donc, si vous êtes adhérent à nos structures, il y a de fortes chances qu'il arrive dans vos boîtes aux lettres prochainement. Ou en tout cas, il sera disponible dans vos ADA. Et puis, on va essayer d'organiser des commandes de ce guide-là via nos sites Internet en début d'année 2023. Alors, pour la version numérique, il faudra attendre encore quelques mois qu'on ait éclusé en fait toutes les versions papier qu'on aura disponibles dans nos ADA. Voilà. Moi, je voulais quand même remercier l'ensemble du groupe de travail du réseau, donc Myrène, Anne-Charlotte aussi, que j'ai vu dans les participants, Fabrice, Amélie, donc de l'ADA Contest, et puis ma collègue Flavie et moi-même, je me remercie, parce qu'en même temps, ça fait toujours plaisir. Et puis vraiment, un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur témoignage, apiculteurs, apicultrices, agriculteurs, agricultrices, techniciens et experts. Voilà. Et puis, bien entendu, un grand merci aux relecteurs qui ont pris le temps aussi un peu de relire nos fiches. Donc voilà, je voulais quand même remercier parce que c'est un joli travail du réseau. On a mis en commun un peu nos compétences et nos savoirs et du coup, on espère que ce guide, vous allez le faire essaimer et qu'on va pouvoir avoir un peu plus de fleurs dans nos campagnes pour l'alimentation de nos abeilles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ok, merci beaucoup Marion. Du coup, voilà, quasiment toutes les questions allaient dans le même sens et tu viens d'y répondre. Tout le monde s'interrogeait un peu comment se fournir ce guide, donc ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un intérêt de la part au moins des apiculteurs participants à ce webinaire. Voilà, et après des personnes s'interrogeaient sur est-ce qu'il y a un plan de diffusion un peu plus large qui a été imaginé, par exemple auprès de l'administration, auprès des chambres d'agriculture, d'autres instances, des coopératives.
Ouais, tout est un peu à imaginer, mais effectivement, le plan de diffusion, il faut que le premier média, j'ai envie de dire que c'est vous les apiculteurs. Et puis après, évidemment, c'est des choses qu'on peut mettre à disposition. Une fois que c'est dans nos régions, dans nos ADA, je veux dire, ça peut être tout à fait proposé à différents partenaires, quoi, hein. Donc voilà, plus il y a de commandes, et moins ça coûte cher. Donc à vos commandes, j'ai envie de vous dire.